La nuit recule lorsque des moteurs massifs franchissent la frontière au pas d'escargot. Dans les classes et les hôpitaux de l'intérieur, la lumière a longtemps vacillé, otage de générateurs erratiques, en priant que le carburant tienne. Puis, un convoi venu du port de Takoradi, sur 1400 km, a porté des équipements pour Kosodo et Ibrahim Traoré a parlé d'une logistique millimétrée. Commerce, pas charité. Si la capacité promise ajoute 50 MW, près de 20%, que change cette hausse pour les marchés, les mines, les vaccins et l'école après le coucher du soleil et pour la place du pays à la table régionale? Ce récit promet une chose précise: expliquer pourquoi l'énergie n'est pas un détail technique, mais le socle invisible de tout le reste. Quand l'électricité est rare, l'école finit plus tôt, l'usine s'arrête la nuit et l'hôpital travaille sous contrainte. Quand elle devient stable, chaque secteur gagne du temps, de la prévisibilité et de la dignité. L'enjeu n'est donc pas seulement d'allumer des ampoules, mais de décider qui contrôle l'interrupteur et à quelles conditions. Dans ce contexte, le choix mis en avant par l'administration actuelle, associé à Ibrahim Traoré, repose sur une idée simple: acheter des capacités durables plutôt que dépendre d'une aide réversible. Cette orientation transforme une faiblesse géographique en calcul stratégique en utilisant les corridors commerciaux existants plutôt que de les subir. Ce que cette analyse vous apporte est clair: comprendre comment une décision énergétique peut modifier la trajectoire économique, la marge diplomatique et la confiance intérieure d'un pays enclavé. Et surtout, pourquoi ce tournant intervient maintenant, pas plus tôt, pas plus tard. Près de 50 MW, soit environ 20% de capacité supplémentaire, ont été promis au réseau national en un seul projet. Ce chiffre paraît abstrait, mais il marque une rupture nette avec des décennies de pénurie structurelle et d'arbitrage permanent entre secteurs essentiels. Voilà le mini-révélateur. L'enjeu n'est pas l'ampleur absolue, mais la proportion gagnée d'un coup, suffisamment élevée pour modifier les priorités quotidiennes du pays. Pendant longtemps, le paysage énergétique a fonctionné par ajustement fragile. Être enclavé signifiait dépendre d'interconnexions régionales utiles en temps calme, vulnérables au moindre désaccord politique ou technique. Une coupure ailleurs devenait une panne ici. Cette fragilité se traduisait en coûts invisibles, des lignes de production incapables de tourner en continu, des récoltes perdues faute de réfrigération et des services publics contraints de choisir quand allumer et quand éteindre. C'est dans ce contexte hérité que s'inscrit la décision actuelle. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le discours officiel a cessé de traiter l'énergie comme une variable d'ajustement pour la présenter comme une condition préalable. L'idée centrale est restée constante. Le commerce bilatéral et l'investissement matériel créent plus d'autonomie qu'une aide ponctuelle, même généreuse. Cette philosophie explique pourquoi l'arrivée d'équipements lourds transportés depuis un port voisin a été mise en scène comme un moment charnière. Le trajet lui-même, long d'environ 1400 km, a condensé ce changement de logique. Chaque pont étudié, chaque virage sécurisé rappelait que la souveraineté énergétique n'est pas un slogan, mais une suite de décisions concrètes, coûteuses et planifiées. À mesure que les convois avançaient, ils matérialisaient une transition, passer d'une dépendance subie à une capacité négociée. La question ouverte au début trouve ici son premier élément de réponse. Ce projet compte parce qu'il transforme une contrainte structurelle en levier mesurable et parce qu'il redéfinit ce que sécurité énergétique signifie dans un pays enclavé aujourd'hui. Pour saisir l'effet immédiat de ce virage, il faut quitter les chiffres et suivre les acteurs de terrain. Les premiers témoins ne sont ni des ministres, ni des diplomates, mais des logisticiens, des conducteurs et des ingénieurs chargés d'acheminer des charges hors normes. Leurs journées se sont jouées à quelques centimètres près, entre routes étroites, ponts anciens et marges d'erreur inexistantes. Chaque étape validée devenait une petite victoire contre des limites longtemps jugées infranchissables. Dans les quartiers périphériques de la capitale, l'arrivée des convois a produit un autre impact, plus discret, mais révélateur. Les habitants se sont massés le long des axes, non par curiosité mécanique, mais parce que ces machines incarnaient une promesse concrète.
Pour des familles habituées aux coupures nocturnes, voir des générateurs massifs traverser la ville a rendu l'idée d'un réseau stable soudainement tangible. L'infrastructure cessait d'être abstraite. Les effets précoces se sont aussi fait sentir dans certains services essentiels. Les responsables d'hôpitaux régionaux ont commencé à planifier autrement, anticipant une réduction de la dépendance aux groupes électrogènes. Dans l'éducation, des directeurs d'établissements ont évoqué la possibilité d'étendre les horaires et d'introduire des outils numériques plus régulièrement. Rien n'était encore acquis, mais le simple fait de pouvoir projeter ces usages signalait un changement de climat. Ces micro-transformations n'annoncent pas une révolution instantanée. Elles montrent plutôt comment une décision énergétique, avant même d'être pleinement opérationnelle, modifie les attentes et les comportements. Le pourquoi cela compte se résume ainsi. Quand les acteurs locaux commencent à planifier autrement, le futur cesse d'être une contrainte et devient une option. Tout commence par un déclencheur précis, la décision d'investir dans des capacités physiques plutôt que de prolonger des accords temporaires. Avant ce moment, la gestion de l'électricité reposait sur des ajustements successifs, souvent dictés par l'urgence. Après, une logique différente s'impose, structurée autour d'un objectif clair, sécuriser une base énergétique suffisante pour soutenir l'activité continue. Ce basculement marque le point de départ d'une chaîne d'événements étroitement coordonnée. La phase d'activation se matérialise par la préparation logistique. Les équipements nécessaires au projet de Cosodo ne sont pas de simples cargaisons, ce sont des moteurs, des générateurs et des systèmes électriques conçus pour fonctionner dans des conditions exigeantes. Leur acheminement depuis le port de Takoradi implique des semaines de planification, des autorisations transfrontalières et une coordination constante entre équipes techniques. À ce stade, le projet quitte le registre politique pour entrer dans celui de l'exécution mesurable. Le point culminant survient lorsque les convois prennent la route. Les images de camions surdimensionnés avançant lentement à travers la savane cristallise l'attention nationale. Chaque kilomètre parcouru sans incident renforce la crédibilité de l'ensemble. Dans ce moment de tension maîtrisée, la stratégie défendue par Ibrahim Traoré devient visible, montrer que la souveraineté passe par la maîtrise des détails, pas par des déclarations générales. Le trajet lui-même devient un message, adressé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Puis viennent les répliques, moins spectaculaires, mais tout aussi importantes. À mesure que les composants sont installés, les discussions changent de ton. Les responsables économiques parlent désormais de continuité de production plutôt que de survie quotidienne. Les autorités locales évoquent la possibilité de redistribuer les priorités budgétaires, en réduisant certaines dépenses liées aux solutions d'urgence. Même sur le plan diplomatique, le projet envoie un signal. Le pays n'attend plus passivement l'accès à l'énergie, il le négocie sur la base d'intérêts réciproques. Cette séquence, de l'activation à la résonance, révèle un élément clé. Le véritable tournant ne réside pas seulement dans l'arrivée des machines, mais dans la transformation du calendrier décisionnel. Avant, chaque panne imposait une réaction. Après, la planification redevient possible. C'est là que se situe l'enjeu stratégique, passer d'un mode défensif à une posture anticipatrice. En retraçant cette chronologie, une question s'impose naturellement. Une fois ce cap franchi, comment mesurer l'impact réel de ce basculement au-delà des symboles et des images fortes ? Avant le projet, la production électrique nationale restait contrainte par une base insuffisante et instable. Les capacités existantes permettaient de couvrir une partie de la demande, mais sans marge, rendant chaque pic de consommation problématique. Après l'intégration des nouveaux équipements de Cosodo, le delta annoncé est clair, environ 50 MW supplémentaires, soit près de 20% d'augmentation par rapport au niveau antérieur. Ce saut relatif compte davantage que le chiffre brut, car il change l'équation quotidienne du réseau. Premier indicateur, la continuité de service. Une augmentation de cette ampleur réduit la fréquence des arbitrages forcés entre secteurs. Avant, alimenter une zone industrielle pouvait signifier affaiblir l'approvisionnement résidentiel ailleurs. Après, pour la base élargie permet de lisser ses choix. En termes simples, un mégawatt ajouté à un réseau sous-dimensionné produit un effet multiplicateur plus fort qu'un mégawatt ajouté à un système déjà excédentaire.
C'est ce principe que l'administration actuelle, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, met en avant. Deuxième mesure, le coût indirect des solutions d'urgence. Les groupes électrogènes, omniprésents dans les hôpitaux et certaines administrations, consomment du carburant importé et mobilisent des budgets récurrents. Chaque heure de fonctionnement représente une dépense incompressible. En renforçant la capacité de base, le réseau peut progressivement se substituer à ces dispositifs. Le gain ne se lie pas seulement sur une ligne comptable, mais dans la prévisibilité budgétaire retrouvée pour les gestionnaires de public. Troisième indicateur, la capacité productive. Une usine qui ne peut fonctionner que partiellement perd en compétitivité, même si la main-d'œuvre et les matières premières sont disponibles. Avec une hausse de l'offre électrique proche de 20%, certaines activités peuvent envisager un fonctionnement étendu, voire continu. Le chiffre n'est pas une promesse de croissance automatique, mais il constitue une condition nécessaire. Sans cette base, toute stratégie industrielle reste théorique. Il faut également considérer la dimension régionale. En réduisant sa dépendance aux importations d'électricité, le pays limite son exposition aux variations politiques ou techniques externes. Ce n'est pas une fermeture, mais un rééquilibrage. Le commerce énergétique devient un choix parmi d'autres, non une obligation structurelle. Cette nuance explique pourquoi les autorités parlent de souveraineté négociée plutôt que d'autarcie. Enfin, ces données chiffrées répondent à la question ouverte lors de la séquence précédente. Le tournant n'est pas uniquement symbolique. Il se mesure par un delta suffisamment important pour modifier les usages, les coûts et les marges de décision. C'est là que le projet cesse d'être un récit logistique pour devenir un levier mesurable de transformation. Les critiques les plus solides ne contestent pas l'objectif d'autonomie, mais le moyen choisi. Leur premier argument concerne l'énergie thermique elle-même. Elle est jugée coûteuse à long terme, dépendante d'intrants importés et potentiellement en tension avec des trajectoires plus vertes. Dans cette lecture, investir dans des moteurs thermiques risquerait de verrouiller le système dans une technologie transitoire, au détriment d'options renouvelables plus durables. Le second argument porte sur la priorité. Certains estiment que consacrer des ressources à une capacité de base rapide détourne l'attention d'investissements structurels, comme les réseaux solaires décentralisés ou l'hydroélectricité. Selon cette logique, chaque unité budgétaire allouée au thermique est une unité non investie ailleurs, avec un coût d'opportunité difficilement réversible. Ces critiques ne sont pas marginales, elles reflètent des débats réels dans de nombreux pays en développement. La réponse officielle, associée au cadre défendu par Ibrahim Traoré, ne nie pas ces points, elle les recontextualise. L'argument central est temporel. Les renouvelables exigent du temps, des réseaux adaptés et une stabilité préalable. Sans une base électrique fiable, leur intégration reste limitée. Le thermique est présenté non comme une fin, mais comme un pont, destiné à sécuriser l'instant pendant que d'autres capacités montent en puissance. Un autre élément de réponse concerne la séquence de développement. Les autorités soulignent qu'un système énergétique ne se construit pas par substitution brutale, mais par empilement progressif. La capacité ajoutée aujourd'hui crée l'espace nécessaire pour planifier demain. Dans ce cadre, le risque n'est pas de trop investir dans la base, mais de rester trop longtemps sans filet. Enfin, le débat révèle une divergence de référentiel. Là où les critiques résonnent en trajectoires idéales, la stratégie actuelle privilégie des contraintes concrètes, demandes immédiates, pannes récurrentes, coûts à cacher de l'instabilité. La question n'est donc pas thermique ou renouvelable, mais avec ou sans continuité. Et sur ce point, le choix effectué vise à réduire une vulnérabilité immédiate avant d'élargir le champ des possibles. Ce point médian révèle un déplacement plus profond que l'ajout de capacité. En sécurisant une base énergétique propre, le pays change de posture dans ses relations régionales. L'électricité cesse d'être un levier détenu par d'autres pour devenir un paramètre négociable. Ce glissement, discret mais décisif, explique pourquoi le projet dépasse le cadre d'une centrale isolée. À ce stade, la lecture purement industrielle devient insuffisante. Ce qui se joue est une redéfinition de la marge de manœuvre. Quand une nation peut couvrir l'essentiel de ses besoins, elle choisit quand importer, à quel prix et selon quelles conditions.
Cette faculté transforme des accords autrefois subis en options stratégiques. C'est ici que la souveraineté prend une forme opérationnelle, mesurable dans les contrats autant que dans les kilowattheures. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît alors sous un autre angle. Au-delà de la rhétorique, la décision énergétique sert de pivot pour rééquilibrer des relations asymétriques. Le partenariat avec un voisin côtier devient un échange d'intérêts plutôt qu'une dépendance unilatérale. Le commerce remplace la supplique et la planification remplace l'urgence. Cette révélation recentre la question initiale. L'enjeu n'est plus seulement de savoir si les lumières resteront allumées, mais ce que permet cette stabilité nouvellement acquise. Une fois la base assurée, quelles conséquences concrètes émergent pour l'État, les entreprises, les citoyens et la région entière? La réponse se trouve dans les effets tangibles qui commencent déjà à se dessiner. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire et opérationnelle. Une base électrique plus stable réduit la dépendance aux solutions d'urgence coûteuses et difficiles à planifier. Les administrations peuvent réallouer des ressources auparavant consacrées au carburant et à la maintenance improvisée vers des usages plus productifs. Dans ce cadre, la décision soutenue par Ibrahim Traoré renforce la capacité de pilotage public, moins de gestion de crise, plus d'arbitrage stratégique. À terme, cette stabilité améliore aussi la crédibilité de l'État lorsqu'il négocie des partenariats, car elle repose sur des actifs concrets plutôt que sur des promesses. Pour les entreprises, l'impact se mesure en continuité et en prévisibilité. Les acteurs industriels et miniers, souvent contraints d'interrompre leurs activités ou d'investir dans des générateurs autonomes, peuvent envisager des cycles de production plus longs. Une hausse d'environ 20% de la capacité nationale ne garantit pas une expansion automatique, mais elle enlève un verrou majeur. Quand l'énergie cesse d'être le facteur limitant principal, d'autres décisions d'investissement deviennent rationnelles et non spéculatives. Du côté des ménages, les effets sont moins spectaculaires mais plus diffus. Une alimentation électrique plus régulière change les usages quotidiens. Conservation des aliments, éclairage en soirée, accès aux outils numériques. Dans les zones urbaines comme rurales, cette régularité réduit l'incertitude qui structure la vie domestique. Ce n'est pas une transformation instantanée du niveau de vie, mais une amélioration progressive des conditions de base, souvent sous-estimée dans les analyses macroéconomiques. Enfin, au niveau régional, la conséquence la plus sensible est politique. En diminuant sa dépendance énergétique, le pays redéfinit sa position dans les échanges ouest-africains. Il ne s'agit pas de se couper des voisins, mais de choisir les termes de l'interdépendance. Le partenariat avec un État côtier devient un exemple de coopération équilibrée, observée de près par d'autres acteurs. Dans ce contexte, l'initiative associée à Ibrahim Traoré agit comme un signal. La souveraineté énergétique peut être partielle, graduelle et néanmoins suffisante pour modifier les rapports de force. Ces 4 niveaux montrent que l'effet du projet dépasse la technique. Il relie des décisions macro à des usages quotidiens et des chiffres abstraits à des comportements concrets. C'est ici que la question ouverte au point médian trouve sa réponse. La stabilité acquise n'est pas une fin, mais un multiplicateur d'options. Dans un scénario de base, la nouvelle capacité est intégrée sans heurts majeurs et stabilise progressivement le réseau. Les coupures diminuent sans disparaître totalement et les secteurs prioritaires bénéficient d'une continuité accrue. Cette trajectoire ne produit pas de miracle immédiat, mais elle normalise la planification. Les entreprises testent des horaires étendus, l'État réduit certains coûts d'urgence et les services publics gagnent en fiabilité. Si ce scénario se confirme, l'énergie cesse d'être le sujet dominant pour devenir une infrastructure de fond, essentielle mais moins visible. Le scénario optimiste suppose que cette base stable accélère des investissements complémentaires. Une fois la continuité assurée, des projets solaires et hydroélectriques avancent plus vite car ils s'appuient sur un réseau capable d'absorber et de redistribuer. Dans cette hypothèse, la capacité thermique joue pleinement son rôle de pont. L'effet combiné renforce la sécurité énergétique globale et élargit la marge diplomatique du pays. Les partenariats régionaux deviennent plus équilibrés et la stratégie défendue par Ibrahim Traoré gagne en crédibilité au-delà des frontières.
Le scénario défavorable repose sur des frictions persistantes, des retards techniques, des coûts d'exploitation plus élevés que prévu, ou des tensions externes pourraient limiter l'impact attendu. Dans ce cas, la hausse de capacité resterait partielle, et la perception publique pourrait se retourner. L'énergie redeviendrait un sujet de débat plutôt qu'un acquis, fragilisant la confiance dans la séquence choisie. Ce scénario ne nie pas les gains réalisés, mais il souligne leur vulnérabilité face à des facteurs exogènes. Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Elles montrent que l'enjeu n'est pas seulement la quantité d'électricité produite, mais la capacité à enchaîner les décisions. Si la base tient, alors d'autres options s'ouvrent. Si elle vacille, tout ralentit. La recommandation intellectuelle est donc simple. Observer non pas les annonces, mais la continuité effective du service et la manière dont elle est utilisée. C'est là que se jouera la différence entre un progrès ponctuel et un changement durable. Pour le public le plus directement concerné, l'impact de cette évolution énergétique se traduit d'abord par des changements modestes, mais cumulatifs. Un commerçant qui peut conserver ses produits plus longtemps, un étudiant qui révise après la tombée de la nuit, un soignant qui n'interrompt plus un geste par crainte d'une panne, ces situations ne font pas la une, mais elles structurent la confiance quotidienne. Quand l'électricité devient prévisible, le temps redevient exploitable. Pour les petites entreprises, la stabilité réduit une contrainte souvent invisible. Investir dans un congélateur, un outil numérique ou un éclairage prolongé devient un calcul raisonnable, non un pari risqué. Cette évolution ne crée pas automatiquement de la croissance, mais elle enlève une barrière mentale et financière. Dans ce cadre, la décision soutenue par Ibrahim Traoré agit indirectement sur l'initiative individuelle en abaissant le coût de l'incertitude. Pour les jeunes et les étudiants, l'effet est plus symbolique. Un réseau fiable ouvre l'accès continu à l'information, aux formations en ligne et aux outils numériques. Il élargit l'horizon des compétences possibles, surtout dans des zones longtemps contraintes par le rythme du soleil. Ce lien entre énergie et capital humain est rarement immédiat, mais il est cumulatif sur le moyen terme. Enfin, pour les citoyens en général, l'enjeu est celui de la dignité. Ne plus dépendre d'un générateur bruyant ou d'une coupure imprévisible change la perception de l'État et des services publics. L'énergie devient un droit fonctionnel plutôt qu'une faveur intermittente. C'est à ce niveau que le projet cesse d'être abstrait. Il touche à la manière dont chacun organise sa journée, ses projets et ses attentes. Ses impacts rapprochent l'analyse macro de l'expérience vécue. Il prépare la question suivante: comment transformer ces gains dispersés en trajectoires collectives et par quel mécanisme concret cette transition peut être consolidée? La consolidation de cette transition repose sur une séquence d'actions claires plutôt que sur une annonce unique. Première étape, l'intégration technique complète des équipements au réseau existant. Cela implique des tests de charge, des protocoles de maintenance et une montée en puissance progressive, mesurée par la continuité effective du service. Le critère n'est pas l'installation, mais la stabilité observée sur plusieurs cycles de consommation. Deuxième étape, la gestion opérationnelle. Les autorités énergétiques doivent prioriser les usages à fort effet multiplicateur, notamment les services publics essentiels et les pôles productifs. Cette hiérarchisation, souvent implicite par le passé, gagne à être explicitée et suivie par des indicateurs simples: heures de service, fréquence des coupures, coût d'urgence évité. C'est à ce niveau que la gouvernance devient aussi importante que la capacité installée. Troisième étape, l'articulation avec les investissements futurs. La base thermique doit servir de socle pour intégrer progressivement des sources complémentaires. Ici, le rôle politique d'Ibrahim Traoré est central. Maintenir la cohérence entre le court terme et le moyen terme sans opposer sécurité immédiate et transition structurelle. La réussite se mesure par la capacité à lancer de nouveaux projets sans fragiliser l'existant. Quatrième étape, la dimension régionale. Les accords commerciaux et logistiques doivent être entretenus, évalués et ajustés. La souveraineté énergétique ne signifie pas l'isolement, mais la capacité à négocier depuis une position plus stable. Les indicateurs pertinents sont alors la flexibilité contractuelle et la réduction des dépendances contraintes. Cette feuille de route
répond à la question laissée en suspens précédemment. Transformer des gains ponctuels en trajectoires durables exige des choix séquencés, mesurables et cohérents dans le temps. Le motif revient, presque intact. L'acier lourd, la route poussiéreuse, les mains calleuses. Ce ne sont pas des symboles abstraits, mais des traces concrètes d'un choix assumé. Les convois qui avançaient lentement vers l'intérieur n'acheminaient pas seulement des machines, ils transportaient une idée simple, répétée sans emphase. Une nation ne peut pas bâtir sa fierté sur une lumière empruntée. Dans cette perspective, la séquence énergétique portée par Ibrahim Traoré prend une tonalité différente. Elle ne promet pas l'abondance immédiate ni l'absence de difficultés. Elle affirme autre chose, la capacité de décider, étape par étape, dans quel ordre résoudre les contraintes. L'énergie devient alors un point d'ancrage, un préalable silencieux à d'autres ambitions économiques, sociales et régionales. Le rappel du motif logistique sert ici de miroir. Chaque kilomètre parcouru rappelle que la souveraineté n'est jamais donnée, mais construite. Chaque boulon serré souligne que les grandes orientations reposent sur des gestes précis, répétés et parfois ingrats. La phrase qui s'impose est courte et volontaire. La dépendance n'était pas une fatalité. En refermant ce cycle, l'histoire ne célèbre pas une fin, mais un seuil franchi. Ce qui compte désormais n'est pas le bruit des moteurs, mais ce que permet le silence des coupures. Cette trajectoire énergétique n'est ni un récit clos, ni une démonstration à sens unique. Elle pose une question plus large, qui dépasse un projet et même un pays. Que se passe-t-il lorsque des États longtemps contraints commencent à sécuriser leurs fondations matérielles par eux-mêmes? Dans le cas présent, l'initiative associée à Ibrahim Traoré invite à réfléchir au lien entre infrastructure, dignité et marge de décision collective. Pour le public qui observe cette évolution, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter, mais de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Quels choix similaires pourraient émerger ailleurs? Quelles limites apparaîtront lorsque d'autres secteurs tenteront le même basculement? Et comment mesurer avec le temps la différence entre un symbole fort et un changement structurel durable? Si cette analyse vous a été utile, la discussion peut se poursuivre. Les trajectoires de développement ne gagnent en clarté que lorsqu'elles sont examinées, comparées et débattues calmement. Partager ce regard, poser des questions ou confronter des points de vue fait partie du processus. La lumière qui s'allume ici n'est peut-être qu'un début. Reste à voir comment elle sera utilisée, protégée et transmise dans les années à venir.